23 août 1305. Londres. Sous les cris d'une foule hystérique, un homme est traîné sur les pavés, étranglé à moitié, puis mutilé vivant. On lui tranche ses entrailles, on le castre, on l'écartèle sous les yeux de milliers de témoins. Cet homme, c'est William Wallace. L'Angleterre voulait effacer son nom par l'horreur, mais ce supplice ignoble allait forger l'une des plus grandes légendes de l'histoire. Ce que vous allez entendre dépasse l'imaginable. Dans les rues de Londres, l'air semblait figé, chargé d'une tension presque palpable, comme si chaque pierre des murailles retenait son souffle face à l'inéluctable tragédie qui s'annonçait. C'était le 23 août 1305, une date gravée à jamais dans l'imaginaire collectif, une journée où l'horreur et le spectacle public se confondaient pour donner naissance à un des récits les plus sanglants de l'histoire médiévale. Ce jour-là, William Wallace, l'homme qui avait osé défier l'Angleterre, le rebelle écossais qui s'était mué en symbole de liberté, allait être livré à un supplice si atroce que même ses ennemis en seraient marqués à vie. Mais pourquoi tant de cruauté? Pourquoi fallait-il que ce nom, déjà auréolé de légende, soit effacé dans la douleur et l'humiliation la plus absolue? Le cortège avançait lentement. On avait volontairement choisi de le faire traverser les rues bondées de la capitale anglaise, afin que la foule entière puisse assister à son abaissement. William Wallace, enchaîné, n'était plus l'imposant guerrier que l'on racontait dans les chants. Ses cheveux, jadis portés avec fierté, pendaient désormais en mèches grasses et emmêlées. Son visage amaigri témoignait des privations de la prison. Pourtant, dans ses yeux brûlait toujours une étincelle, une flamme que ni les fers ni l'humiliation, ni même la perspective d'une mort abominable, ne semblaient pouvoir éteindre. Était-ce de la défiance? De la résignation? Ou bien cette conscience aiguë qu'en mourant ainsi, il deviendrait bien plus qu'un homme? Il deviendrait une légende éternelle. Le peuple londonien, massé le long du chemin, criait, hurlait, injuriait. On jetait des pierres, des déchets, des excréments. Les enfants riaient, les vieillards murmuraient des prières, les marchands interrompaient leurs affaires pour savourer le spectacle. Pour beaucoup, Wallace n'était pas un homme. C'était un traître, un criminel, un monstre assoiffé de sang dont l'arrestation marquait enfin la revanche du roi Édouard Ier, dit Longshanks. Pourtant, parmi la foule, certains observaient en silence, fascinés malgré eux par la dignité de ce condamné qui ne baissait pas la tête. Car qui pouvait ignorer les récits de Stirling Bridge? Qui pouvait oublier la rumeur des plaines écossaises, embrasées par la révolte, orchestrée par cet homme que l'on conduisait aujourd'hui à la potence? Ce jour-là, le roi voulait plus qu'une exécution. Il voulait une leçon, un avertissement, une démonstration de force qui traverserait les générations. Wallace ne devait pas simplement mourir. Il devait être détruit, humilié, réduit à état de chair mutilée, afin que son souvenir inspire la terreur plutôt que la gloire. C'est pourquoi on avait choisi pour lui le supplice réservé aux pires criminels, aux parjures, aux traîtres de la couronne, être pendu, traîné, éviscéré, castré, puis écartelé vif. Un rituel macabre où chaque étape ajoutait une couche d'horreur, chaque geste une intensité nouvelle à l'insoutenable. On raconte que Wallace, lié à la queue d'un cheval, fut traîné sur plusieurs kilomètres, le dos râpé par les pavés, la peau déchirée par les pierres, ses membres battant contre les obstacles. Le peuple riait, applaudissait, hurlait des insultes. Mais ce qui frappait le plus, c'était le silence de l'homme. Pas un cri, pas une plainte. Comme si sa souffrance se transformait en défi. Certains témoins jurèrent plus tard que ses lèvres murmurèrent des prières. D'autres affirmèrent qu'il souriait, comme pour rappeler à ses bourreaux que sa mort ne serait pas une victoire, mais une graine semée pour l'avenir. Arrivé à Smithfield, lieu d'exécution publique, Wallace fut détaché du cheval. Devant lui, une estrade avait été dressée, entourée de gardes, surplombée d'un gibet impressionnant. La foule s'agglutinait, avide de sang. Le bourreau, vêtu de noir, préparait ses instruments. Cordes, crochets, couteaux, pinces rougies au feu. Chaque outil brillait sous le soleil, comme une promesse d'atrocités imminentes. Les exécutions médiévales n'étaient pas seulement des châtiments,
Elles étaient des spectacles, des cérémonies macabres, où la souffrance d'un seul servait de divertissement à des milliers. Mais ici, il ne s'agissait pas d'un simple condamné. C était, elle, ennemi public numéro 1. La cruauté devait être à la hauteur de son crime. On commença par la pendaison. Wallace fut tissé, la corde serrée autour de son cou, son corps se débattant quelques instants dans le vide. Mais il ne devait pas mourir ainsi. Non, la mort devait être retardée, amplifiée, savourée. Alors, avant qu'il ne perde conscience, on le descendit brutalement, haletant, suffocant, son visage bleuâtre gonflé par l'étranglement interrompu. La foule rugit de satisfaction. L'humiliation n'était qu'à son commencement. Puis vint le moment le plus sordide. Le bourreau, sans un mot, s'avança avec un couteau effilé et devant des centaines de témoins, il entreprit de mutiler William Wallace. On lui trancha les parties génitales, qu'on jeta aussitôt dans un brasier allumé à quelques pas. L'odeur de chair brûlée envahit l'air. Certains spectateurs éclatèrent de rire, d'autres détournèrent les yeux, incapables de supporter l'horreur. Mais tous restaient, hypnotisés par la barbarie du spectacle. Et Wallace, il resta conscient, les yeux écarquillés, les mâchoires serrées. On raconte qu'il ne cria pas, ou que son cri se perdit dans le tumulte, mais qu'il continua de fixer ses bourreaux avec un mélange d'orgueil et de défi. Était-ce possible? Était-ce une légende embellie par les siècles? Ou bien cet homme possédait-il une résistance surhumaine, nourrie par la certitude que son supplice nourrirait la rébellion qu'il avait initiée? Le supplice continua. Le bourreau, implacable, ouvrit son abdomen, en extirpa les entrailles, les brandit devant la foule, avant de les jeter dans le feu. Chaque geste était une humiliation supplémentaire, chaque instant, une tentative de briser ce rebelle qui refusait de plier. Mais pouvait-on réellement briser un symbole? Ne renforçait-on pas au contraire son aura en le condamnant à une mort si monstrueuse? Cette question, nul ne se la posait encore ce jour-là. Pourtant, elle allait hanter l'Angleterre pendant des générations. Enfin Wallace, à demi conscient, mutilé, agonisant, fut étendu sur la table d'exécution. Son corps n'était plus qu'une masse de chair sanglante, mais ses yeux, toujours ouverts, fixaient l'horizon. Le bourreau attacha solidement ses membres et commença la dernière étape. L'écartèlement. Ses bras et ses jambes furent tirés dans des directions opposées. Les tendons craquèrent, les os se rompirent. La foule, ivre d'horreur et de fascination, retenait son souffle. Ce qui se passait sous leurs yeux dépassait l'imagination, relevait de l'inconcevable. Lorsqu'enfin la vie quitta son corps, ce ne fut pas un soulagement, mais une déflagration silencieuse. William Wallace, dans la cruauté de son supplice, venait de franchir la frontière entre l'homme et le mythe. Il n'était plus seulement un rebelle exécuté, il était devenu un martyr, un symbole éternel de résistance contre l'oppression. Mais les autorités anglaises ne voulaient pas s'arrêter là. Son cadavre fut découpé en quartiers, envoyé aux 4 coins du royaume pour être exposé. Newcastle, Berwick, Stirling, Perth. Sa tête, enduite de goudron pour ralentir sa décomposition, fut plantée sur une pique au-dessus du pont de Londres, exposée au regard de tous. Le message était clair. Voilà ce qui attend tout ennemi du roi. Mais pouvait-on réellement tuer une idée avec un couteau et du goudron? Car déjà, dans les tavernes d'Écosse, dans les vallées et les forêts, les récits de ce supplice circulaient, déformés, amplifiés, dramatisés. Wallace ne mourait pas dans l'ignominie, il renaissait dans la légende. Chaque détail macabre devenait une preuve de sa grandeur. Chaque cri étouffé devenait une promesse de vengeance. Et cette vengeance, tôt ou tard, allait embraser à nouveau les terres du Nord. Car le sombre de l'Emery l'échafaud ne effaça pas lorsque le corps de William Wallace fut réduit en morceaux. Au contraire, elle s'étendit, se faufila dans les ruelles, franchit les murs, traversa les mers et gagna les hautes terres écossaises. Car si Londres avait voulu éteindre un feu, elle n'avait fait que souffler sur ses braises. Mais comment en était-on arrivé là? Pourquoi cet homme, né sans couronne, sans fortune, avait-il attiré sur lui l'implacable colère d'un roi? Pour comprendre la violence de son supplice, il faut remonter aux racines mêmes de son combat, à l'Écosse fracturée, humiliée,
asphyxié par l'ombre anglaise. Wallace n'était pas issu de la haute noblesse. C'était là déjà une anomalie. Les révoltes médiévales étaient souvent conduites par des seigneurs spoliés, des barons avides de revanche. Mais lui venait d'une famille de petite noblesse, sans pouvoir notable. Et pourtant, il grandit dans un monde saturé de rancune, marqué par l'arrogance des Anglais et la faiblesse des élites écossaises. Les chroniqueurs rapportent qu'il était d'une stature impressionnante, doté d'une force presque mythique, d'un tempérament ardent, d'un charisme naturel qui fascinait et inquiétait. Mais était-ce suffisant pour défier l'Angleterre? Était-ce le destin qu'il avait choisi ou la folie de la guerre qu'il avait façonnée? En 1296, Édouard Ier d'Angleterre lança une campagne fulgurante contre l'Écosse. Les villes tombèrent les unes après les autres, les nobles écossais prêtèrent serment de fidélité, parfois sous la contrainte, parfois par opportunisme. Mais dans l'ombre de cette soumission collective, Wallace choisit une autre voie. Refusant d'abandonner, il entra dans la clandestinité. Ses premiers coups d'éclat furent brutaux, sanglants, presque désespérés. On raconte qu'il tua des soldats anglais qui occupaient les terres écossaises, qu'il incendia leur garnison, qu'il s'attaqua sans pitié aux symboles de l'autorité étrangère. Ces gestes, d'abord perçus comme ceux d'un hors-la-loi, se transformèrent rapidement en actes de résistance. Car chaque Écossais humilié voyait en lui une revanche possible. C'est à Stirling Bridge, en septembre 1297, que Wallace entra dans l'histoire. Avec Andrew de Moray, il réussit l'impensable, vaincre une armée anglaise supérieure en nombre et en équipement. La ruse, la connaissance du terrain, l'audace transformèrent la bataille en désastre pour les envahisseurs. Le pont de Stirling devint un piège mortel, où des centaines de soldats anglais furent écrasés, noyés, massacrés. Ce jour-là, l'Écosse retrouva un souffle. Wallace devint plus qu'un chef de guerre, il devint le gardien un espoir collectif. Mais cet espoir était fragile, car face à lui se dressait un roi implacable, déterminé à écraser toute résistance. Édouard Ier, Longshanks, n'était pas un souverain ordinaire. Il avait conquis le pays de Galles, écrasé les baronnies rebelles, renforcé l'autorité royale d'une main de fer. Son ambition ne connaissait pas de limite. Pour lui, Wallace n'était pas seulement un rebelle, il était une insulte, une écharde plantée dans la chair de son empire. Et une insulte devait être non seulement supprimée, mais annihilée, effacée dans la douleur et la mémoire. Dès lors, la traque de Wallace devint une obsession royale. En 1298, à Falkirk, les Écossais connurent la défaite. Les archers gallois d'Édouard percèrent les rangs des piques écossaises. Les cavaliers écrasèrent les résistants. Wallace survécut, mais son aura en fut ternie. Il perdit sa charge de gardien de l'Écosse et dut reprendre une vie d'errance, fuyant, se cachant, menant une guerre de harcèlement. Mais plus on cherchait à l'abattre, plus son nom grandissait. Il devint une figure de fantôme, invisible mais omniprésent, insaisissable mais redouté. Les Anglais le dépeignaient comme une bête sauvage, les Écossais comme un héros insoumis. Cette dualité, ce mélange de peur et d'admiration, ne fit que renforcer la légende. Mais toute légende a une faille. Wallace n'était pas invincible. En 1305, il fut trahi. Les détails restent flous, obscurs, entourés de rumeurs. Certains accusent des nobles Écossais jaloux, d'autres évoquent un certain John de Menteith, allié ambigu, qui aurait livré Wallace contre des promesses. Quelle que soit la vérité, l'issue fut la même. Wallace fut capturé près de Glasgow, enchaîné et conduit à Londres. Ce fut la fin d'une traque mais le commencement d'une atrocité. Le procès qui suivit ne fut qu'une mascarade. À Westminster Hall, Wallace comparut devant les juges du roi. Les accusations s'empilaient, trahison, meurtre, pillage, complot. Mais pouvait-on réellement parler de trahison? Wallace, en son âme, n'avait jamais prêté serment à Édouard. C'est ce qu'il déclara d'ailleurs, avec une dignité glaciale. « Je n'ai jamais juré fidélité au roi d'Angleterre, donc je ne puis être un traître. » Ces mots résonnèrent comme un défi, comme une gifle. Ils condamnèrent définitivement son sort.
La sentence était écrite avant même que l'on ne prononce son nom. Wallace serait exécuté selon le châtiment le plus infâme. Pendu, traîné, éviscéré, castré, écartelé. L'atrocité ne visait pas seulement à tuer, mais à détruire symboliquement. Chaque étape devait effacer son humanité, transformer l'homme en cadavre, puis en fragments. Mais n'était-ce pas justement cette barbarie qui allait nourrir sa gloire future? Car si Wallace était mort par l'épée, sur un champ de bataille, il serait resté un chef parmi d'autres. Mais mourir ainsi sous les yeux d'une foule, dans l'horreur la plus absolue, faisait de lui un martyr inoubliable. Lorsque Wallace fut livré au supplice, la nouvelle traversa l'Écosse comme une onde de choc. Les récits, amplifiés, transformés, circulèrent très rapidement. On ne décrivait pas seulement un homme mutilé, on décrivait un héros défiant la mort. La mémoire collective gomma les cris, exalta le silence. On raconta qu'il supporta tout sans plier, qu'il affronta ses bourreaux avec un courage surhumain. Était-ce vrai? Nul ne pouvait le dire. Mais la légende se nourrit moins de vérité que de besoin. Et l'Écosse avait besoin d'un martyr, d'un symbole pour ne pas sombrer dans la résignation. Les Anglais, eux, croyaient avoir écrasé une menace. Pourtant, en érigeant Wallace en spectacle de douleur, ils avaient involontairement forgé une arme plus puissante qu'une armée. La mémoire. Car qui pouvait oublier un tel supplice? Qui pouvait passer devant le pont de Londres, voir cette tête goudronnée, et ne pas frissonner? Qui pouvait entendre la belle histoire de ses entrailles, jetées au feu et ne pas éprouver une fascination morbide? Même ceux qui le haïssaient ne pouvaient s'empêcher de raconter, de répéter, de transmettre. Et ainsi, l'homme que l'on voulait effacer devint omniprésent. Mais le plus glaçant n'était pas seulement dans l'exécution. Le plus glaçant résidait dans la froideur avec laquelle le roi d'Angleterre orchestra cette démonstration. Car derrière l'atrocité, il y avait une logique politique implacable. Montrer à tous que l'ordre royal était absolu, que la révolte n'amenait que la honte et la douleur. Pourtant, cette logique se retournait contre lui. Car si la peur paralysait un temps, elle finissait par nourrir la haine. Et dans les années qui suivirent, d'autres se levèrent, inspirés par le souvenir de Wallace. Robert de Bruce, notamment, dont le nom allait bientôt s'inscrire dans l'histoire, trouva dans ce martyr un modèle et un avertissement. Ainsi, la mort de Wallace n'était pas une fin. Elle était une transition, une passerelle entre l'écrasement et la renaissance. L'Angleterre croyait avoir gagné, mais l'Écosse commençait déjà à rêver d'une revanche. Et chaque récit de ce 23 août 1305, chaque description des flammes dévorant ses entrailles, chaque évocation de ses yeux fixant l'horizon, rallumait une flamme qui ne pouvait s'éteindre. L'image de William Wallace démembré, sa tête dressée au-dessus du pont de Londres, ses membres éparpillés dans diverses villes, ne fut pas seulement une démonstration de terreur. Elle devint aussi le socle d'un récit que nul ne put contrôler. Car les symboles, une fois libérés, échappent aux mains des rois et s'enracinent dans l'imaginaire des peuples. Wallace, mort dans l'horreur, renaissait dans les mots, les chants, les murmures des Écossais qui refusaient d'oublier. Mais comment cette transformation s'opéra-t-elle? Comment la chair mutilée d'un condamné devint-elle la chair même d'une légende? Dans les tavernes enfumées, les bardes prirent la relève. Ils racontèrent Stirling Bridge comme une épopée divine, Falkirk comme une tragédie héroïque, et Londres comme un martyr sacré. Les détails macabres étaient plus seulement des preuves de cruauté. Ils se muèrent en signes de grandeur. L'homme que l'on voulait réduire à néant se transforma en exemple ultime de courage. Le feu qui consuma ses entrailles devint le feu de la rébellion. Les lames qui ouvrirent son corps devinrent les armes d'un sacrifice. Et son silence, réel ou inventé, face à la douleur, fut interprété comme une preuve d'invincibilité morale. Ainsi naquit un paradoxe terrifiant. Plus les Anglais avaient cherché à humilier Wallace, plus ils l'avaient glorifié. En le rendant monstrueusement visible, ils l'avaient rendu immortel. La tête plantée sur le pont ne provoquait pas seulement la peur, elle suscitait aussi la compassion, la rage, la soif de vengeance. Chaque passant, chaque voyageur qui la contemplait, devenait témoin d'une injustice gravée dans la pierre du temps.
Et dans les collines d'Écosse, ce souvenir alimentait un rêve. Mais pourquoi Wallace, plus que d'autres? Pourquoi son supplice résonna-t-il avec une telle intensité? Peut-être parce qu'il incarnait la figure de l'homme du peuple, celui qui, sans fortune ni couronne, osa défier le plus puissant des monarques. Il ne combattait pas seulement pour des privilèges féodaux, il combattait pour l'idée brute, presque primitive de liberté. Ses ennemis l'appelaient bandit, hors-la-loi, meurtrier. Ses partisans l'appelaient libérateur, martyr, héros. Entre ces deux visions, la mémoire collective choisit la seconde, car elle répondait à un besoin vital. Croire que l'injustice pouvait être vaincue, que la douleur pouvait se transformer en victoire. La brutalité de son exécution servit de catalyseur, car dans l'Europe médiévale, la mort publique n'était pas rare. Mais celle de Wallace dépassait l'ordinaire, touchait à l'inconcevable. Castration, éviscération, écartèlement. Ces mots, chuchotés au coin du feu, glacèrent le sang. Ils donnaient au récit une dimension presque biblique, comme si Wallace avait subi une passion profane, une crucifixion païenne où son corps, disloqué, devenait une offrande pour son peuple. Le parallèle avec le Christ fut parfois suggéré dans les récits populaires. Trahi, jugé, torturé, mis à mort dans la honte, mais transfiguré en symbole éternel. Cette analogie, implicite mais puissante, renforça l'aura mystique de Wallace. L'Angleterre, elle, voulait tourner la page. Mais pouvait-on effacer une telle scène? Chaque noble Écossais qui passait devant un gibet anglais se souvenait. Chaque soldat qui avait combattu Wallace se rappelait la fureur de ces hommes à Stirling. Chaque marchand qui traversait le pont de Londres croisait son regard figé dans la mort. Et ce regard, figé pour toujours, semblait murmurer « Je suis encore là ». La mémoire ne s'arrêtait pas aux frontières. En France, en Flandre, en Norvège, des rumeurs circulaient. On évoquait cet Écossais défiant l'Angleterre. On décrivait son supplice. Les chroniqueurs étrangers, fascinés, y voyaient l'exemple d'une révolte écrasée mais indomptée. Wallace devenait un personnage européen, une figure dont l'écho dépassait les montagnes écossaises. Et avec le temps, plus les récits s'éloignaient de la réalité, plus ils gagnaient en force. La légende se substituait à l'histoire. Mais l'histoire, justement, continuait. Après Wallace, l'Écosse ne fut pas pacifiée. Les années suivantes furent marquées par de nouvelles révoltes, de nouvelles guerres. Robert de Bruce, d'abord hésitant, parfois accusé de trahison, finit par incarner la suite du combat. Et dans son ascension, le souvenir de Wallace fut un aiguillon constant. Car pouvait-on accepter de plier après un tel sacrifice? Pouvait-on ignorer la flamme de celui qui avait tout perdu pour l'indépendance? Bruce n'était pas Wallace. Il était stratège, pragmatique, parfois impitoyable. Mais son règne porta les fruits que Wallace avait semés. La victoire de Bannockburn en 1314, où les Écossais écrasèrent l'armée anglaise, fut souvent perçue comme une revanche posthume, comme si l'âme de Wallace, mutilée à Londres, s'était vengée sur le champ de bataille. Et lorsqu'en 1320, la déclaration d'Arbroath affirma solennellement l'indépendance écossaise, c'est As et elle, ombre de Wallace qui plana sur les mots, un peuple prêt à mourir pour sa liberté. Ainsi, le supplice de 1305 ne fut pas une fin, mais une semence. L'Angleterre avait voulu clore un chapitre, elle ouvrit une épopée. Car chaque génération écossaise se réappropria Wallace, l'interpréta, le remodela. Pour certains, il fut le rebelle sanguinaire, pour d'autres, le martyr sublime. Mais dans tous les cas, il resta vivant, présent, obsédant. Les siècles passèrent, et son nom ne s'effaça jamais. Les poètes de la Renaissance s'en emparèrent. Les romantiques du XIXe siècle, fascinés par les figures de héros tragiques, en firent un modèle, et au XXe siècle, le cinéma transforma Wallace en une icône planétaire. Mais sous toutes ces représentations, sous toutes ces reconstructions, restait une vérité brute, implacable. En tentant de détruire Wallace par la cruauté, l'Angleterre avait forgé l'une des plus puissantes légendes de l'histoire européenne. Mais une question demeure, une question qui hante encore les historiens. Que ressentit Wallace dans ses derniers instants? Était-il terrassé par la douleur, effondré sous les coups,
ou bien transcendé par la certitude d'incarner une cause plus grande que lui? Son silence est-il une invention tardive, ou bien une réalité glaçante, preuve d'un courage inhumain? Cette incertitude nourrit le mystère, et ce mystère, lui, alimente la fascination. Car au fond, ce n'est pas seulement l'homme que l'on contemple, mais l'énigme de la résistance humaine face à l'horreur absolue. Londres voulait effrayer. Elle engendra l'admiration. Édouard voulait tuer une idée. Il l'a gravée dans la chair du temps. Et l'Écosse, à travers ses chants, ses poèmes, ses guerres, transforma un cadavre mutilé en drapeau invisible, en bannière de mémoire. Chaque siècle revint à lui, chaque génération réinventa son visage. Mais tous s'accordèrent sur un point. L'homme qui fut traîné, pendu, castré et écartelé n'avait pas disparu. Il était là, dans chaque souffle de vent sur les landes, dans chaque cri de guerre, dans chaque rêve d'indépendance. Et si son exécution fut l'un des moments les plus atroces du Moyen-Âge, elle fut aussi l'un des plus féconds. Car de cette horreur naquit une idée indestructible. On peut tuer un corps, mais non une légende. Wallace l'avait prouvé dans sa chair, et son supplice résonne encore, comme un écho obsédant qui traverse les siècles. Mais que se passa-t-il après? Quels furent les effets immédiats de ce sacrifice sur les équilibres fragiles entre elle, Angleterre, et elle, Écosse? Quels souvenirs traumatisés restèrent gravés dans la mémoire des contemporains, et comment furent-ils manipulés par les uns et les autres? Ces questions, elles aussi, font partie de la légende. Car ce qui suivit, dans les mois et les années qui vinrent, scella définitivement le destin d'un peuple et transforma un supplice en prophétie. Le silence qui suivit la mort de William Wallace ne fut pas un silence apaisé. Ce fut un silence lourd, dense, saturé d'échos. Ceux qui avaient assisté au supplice, volontairement ou contraints, portèrent en eux une vision impossible à effacer. Comment dormir après avoir vu un homme éviscéré vivant? Comment retourner à ses occupations quotidiennes après avoir entendu les cris de une foule exaltée devant la souffrance extrême de un seul être? Londres croyait avoir donné une leçon, mais ce que elle avait réellement gravé dans les mémoires était de non une autre nature. Image une barbarie froide, calculée, méthodique. Et cette image, paradoxalement, ne fragilisa pas seulement l'Écosse, elle fragilisa aussi l'Angleterre elle-même, révélant la cruauté d'un pouvoir qui prétendait incarner la justice. Car l'horreur ne se dissout pas, elle se répand. Chaque témoin devint un narrateur. Chaque narrateur ajouta sa couleur, sa nuance, son exagération. Certains racontèrent un Wallace stoïque, presque invincible, qui ne céda pas un cri. D'autres affirmèrent qu'il implora la miséricorde divine au dernier souffle. Peu importait. Elle, essentielle, haine, était pas la vérité. Elle, essentielle, était la force de elle, histoire. Dans les campagnes écossaises, les paysans, les soldats démobilisés, les enfants grandissant dans l'ombre de l'occupation anglaise, entendirent ces récits. Et ces récits, au lieu d'inspirer la peur, devinrent des flammes. La politique anglaise avait espéré une paralysie. Elle obtint une fermentation, car si les élites écossaises, souvent hésitantes, divisées, parfois prêtes à composer avec le roi d'Angleterre, restaient prudentes, le peuple, lui, portait désormais un martyr dans son cœur. Wallace représentait une vérité simple. On pouvait tout perdre, tout sacrifier, et rester digne. Sa mort dans l'abjection avait effacé ses défaites. Elle avait sanctifié ses victoires. Elle avait transformé une rébellion en une cause éternelle. Et ce n'était pas seulement l'Écosse qui en était marquée. En Angleterre même, certains commencèrent à douter. Était-il nécessaire d'aller si loin? Était-ce digne d'un roi de transformer exécution d'un prisonnier en une orgie de souffrance? Derrière les murs des abbayes, certains moines consignèrent leur malaise. Ils notèrent que ce châtiment, réservé aux traîtres, avait été appliqué avec une cruauté si excessive qu'il ressemblait davantage à une vendetta personnelle qu'à une justice royale. Ces murmures ne changeaient rien à l'immédiat, mais ils laissaient une trace. L'Angleterre avait peut-être gagné militairement, mais moralement, elle s'était entachée. L'impact de Wallace se fit sentir très vite. À peine quelques années après son exécution,
les soulèvements reprirent. Robert de Bruce, longtemps jugé opportuniste, tira les leçons de l'échec de Wallace. Là où le rebelle avait compté sur le courage et la force brute, Bruce choisit la ruse, la diplomatie, la patience. Mais dans ses batailles, il invoquait toujours, ouvertement ou non, le souvenir du martyr. Bannockburn, en 1314, fut plus que d'une victoire. Ce fut la revanche symbolique du supplicié de 1305. Les soldats écossais combattirent, avec elle, image de Wallace dans leurs esprits, persuadés que son sang appelait le leur à ne jamais se soumettre. La déclaration d'Arbroath, en 1320, inscrivit ce sacrifice dans les mots immortels de la politique. Tant que 100 d'entre nous resteront en vie, jamais nous ne nous soumettrons à la domination anglaise. Cette phrase, répétée à travers les siècles, portait en elle l'ombre de Wallace. Car qui avait incarné mieux que lui cette résolution, cette certitude qu'il valait mieux mourir 1000 fois que vivre en esclave? Sa mort atroce avait tracé la ligne rouge, la limite infranchissable. On pouvait perdre des terres, des batailles, des rois, mais on ne pouvait pas perdre l'honneur de la résistance. Et pourtant, une ambiguïté persistait, car Wallace, de son vivant, n'était pas un saint. Ses attaques furent brutales, ses représailles sanglantes. Certains chroniqueurs anglais décrivirent un homme cruel, sans pitié, prêt à massacrer des garnisons entières. Était-il un héros pur ou un guerrier impitoyable? Cette question, insoluble, ne fit que nourrir davantage sa légende. Car une figure parfaite meurt vite. Mais une figure contradictoire, oscillant entre la lumière et l'ombre, hante les mémoires éternellement. Wallace était cela, un mystère incarné. La puissance de son image traversa les siècles. Au XVIe et XVIIe siècle, alors que l'Écosse et l'Angleterre se rapprochaient, puis s'unissaient, son souvenir ressurgissait à chaque crise. Au XIXe siècle, l'époque romantique en fit un demi-dieu de liberté. Le poète Blind Harry composa une épopée qui transforma Wallace en géant de justice, gommant ses défauts, magnifiant ses vertus. Ses vers, lus et relus, cimentèrent l'image d'un martyr inébranlable, nourrissant l'identité écossaise dans une époque où la nation cherchait ses racines. Et dans les siècles modernes, son ombre ne faiblit pas, car au-delà du contexte médiéval, au-delà des batailles et des couronnes, son histoire posait une question intemporelle. Jusqu'où peut-on aller pour la liberté? Quelle valeur donne-t-on à une vie lorsqu'elle est sacrifiée pour une cause plus grande? Wallace, écartelé, brûlé, humilié, répondait par son exemple muet. La liberté vaut tout, même la douleur la plus insoutenable, même la mort la plus ignominieuse. Lorsque le cinéma s'empara de lui, transformant sa vie en fresque épique, le mythe atteignit une dimension mondiale. Certes, l'histoire fut embellie, réécrite, adaptée, mais le cœur du récit restait le même. Un homme debout face à un empire, un homme brisé physiquement mais invaincu moralement. Et ce récit, universel, parla à toutes les générations. Car chacun dans son cœur rêve de résister à l'oppression, rêve d'incarner une flamme que rien ne peut éteindre. Mais au-delà de l'héroïsme, il restait le spectre de l'horreur. Car il ne faut pas oublier la scène originelle, le point d'ancrage. Wallace, traîné par un cheval, pendu à moitié, castré, éviscéré, écartelé. Une cruauté insoutenable, presque inimaginable aujourd'hui. Pourquoi tant de barbarie? Était-ce seulement la logique d'un Moyen-Âge dur, ou bien la haine particulière d'un roi qui voyait en Wallace une menace personnelle? Ce mystère demeure, car l'exécution de Wallace dépasse la froideur d'une punition. Elle ressemble davantage à une vengeance, à un besoin d'écraser non seulement le corps, mais l'âme. Mais ironie suprême, c'est et cette tentative d'anéantir l'âme qui la rendit éternelle. Chaque siècle se heurte à ce paradoxe. L'Angleterre, en croyant détruire, créa. L'Écosse, en perdant un homme, gagna un symbole. Et nous, en revisitant cette histoire, en ressentant encore le frisson de ce supplice, nous devenons complices d'une mémoire qui refuse de s'éteindre. Car Wallace, d'une certaine manière, est encore parmi nous. Dans les cris des stades écossais, dans les débats sur l'indépendance,
dans les rêves de liberté, son nom résonne toujours. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de son supplice. On peut briser la chair, mais jamais l'idée. On peut mutiler un corps, mais pas une conviction. On peut écarteler un homme, mais pas une nation. Wallace, dans sa mort atroce, avait offert au monde un message que ni le temps, ni les rois, ni les empires ne purent effacer. Et pourtant, une dernière question subsiste, lancinante, obsédante. Si Wallace avait survécu, si la trahison ne l'avait pas livré aux Anglais, aurait-il connu la même gloire? Ou bien son nom se serait-il éteint dans l'oubli, fondu dans la poussière des batailles perdues? Ce que l'Angleterre pensait être une fin fut en réalité une renaissance. Mais cette renaissance n'aurait peut-être jamais existé sans l'horreur de ce 23 août 1305. Ainsi, exécution de William Wallace demeure, un des paradoxes les plus sombres et les plus fascinants de histoire européenne. Un moment de barbarie extrême, conçu pour inspirer la peur, et qui, au contraire, inspira le courage. Une tentative d'anéantissement, transformée en proclamation d'éternité. Une mort atroce, devenue la vie d'une légende. Et cette légende, aujourd'hui encore, se dresse, sombre et éclatante, comme une cicatrice brûlante au cœur de l'histoire. Mais l'histoire n'a jamais dit son dernier mot. Car chaque génération, en regardant Wallace, en se souvenant de son supplice, est forcée de poser la même question. Et nous, face à l'injustice, face à l'oppression, que serions-nous prêts à endurer? Le cri muet de Wallace traverse les siècles, et il nous interpelle toujours. Et si, finalement, le véritable supplice n'était pas celui qu'il subit, mais celui qu'il impose à nos consciences?